Françoise, à vous. Françoise parlait tout à l'heure justement du rouge, qui est des wagons. Et ben là, voilà, vous avez un exemple juste devant vous. Alors les couleurs sont un peu atténuées avec le projecteur, mais voilà, ça vous donne une idée de ces fameux wagons où les voyageurs vous sourient. Comme vous le disait Françoise, dans les trains au Sri Lanka, les locaux sont vraiment nombreux. Je rajouterais même, elle vous a parlé des jours de Poya, les jours de pleine lune. Eh ben, franchement, abandonnez l'idée de prendre un train le jour de pleine lune au Sri Lanka, sauf si vous voulez être collé à votre sac pendant 6 à 8 heures. Donc là, on a les stupas dont elle vous parlait, donc ces formes avec la pointe, ce sont les lieux saints bouddhistes d'Anuradhapura, et comme elle vous le disait, hein, c'est vraiment des lieux de pèlerinage, c'est-à-dire qu'au quotidien, les locaux des quatre coins de l'Asie et du Sri Lanka, bien entendu, viennent se recueillir devant tous les monuments. Non, mais des sourires. Ça, c'était à Negombo le premier jour où on est arrivé. Donc forcément, en tant que photographe, et même vous, en tant que voyageur, vous vous demandez est-ce que c'est difficile de photographier les gens et tout. Comme partout, il suffit de demander. Et voilà, vous avez... là, c'est le premier sourire de Sri Lankais que j'ai immortalisé. Donc je voulais voilà, la présenter. Et bah voilà, vous demandez, vous discutez un peu avec les gens et les portes s'ouvrent et bah, les visages en disent de même. Negombo, c'est hyper connu pour le marché aux poissons séchés. Voilà. Donc on y est justement le matin au port de Negombo, la relève défilait, il y en a quelques-unes qui vont défiler comme ça sur la pêche. On est à moins de 10 bandes de l'aéroport aussi, c'est le petit détail intéressant. Souvent quand on arrive à l'aéroport, et ben, à proximité, d'ailleurs avec Laurent qui est là-bas, on le faisait en tuk-tuk, on conduisait notre tuk-tuk, ça nous prenait 5 minutes. Negombo aéroport, c'est rapide. Voilà, donc une mosaïque de poissons séchés. Il y a des dizaines d'espèces qui sèchent comme ça tous les jours, sur des grands tapis de jute sur plusieurs centaines de mètres carrés. Bon, voilà, ça parle de Negombo, la plage de Negombo au coucher du soleil, les enfants qui jouent. Enfin, voilà, vraiment comme vous pourrez le vivre en vous baladant à travers les rues. Il y a énormément de chrétiens et de catholiques, hein, comme on disait. Donc à Negombo, il faut savoir que l'année dernière, il y a 2 ans peut-être, c'est le pape, hein, c'était il y a 2 ans déjà. 2015. Ouais, il y a déjà 2 ans. Bon. Maintenant, les Sri Lankais, même au niveau de toutes les religions, mais ça se développe. Là, on est vers Aputale, elle en a parlé Françoise, dans la région du thé, et on est vraiment typiquement à l'arrière du Lipton Site, qui est l'une des très belles randonnées dans les plantations de thé. Alors on peut se faire déposer en tuk-tuk au sommet, ou on peut aussi y aller à pied. Ça prend une grosse demi-journée de marche du village d'Aputale, mais votre randonnée à vous va traverser ces petits champs-là. C'est à vous de faire votre propre chemin, mais longez pas la route, traversez les plantations, et puis rencontrer les cueilleuses d'origine tamoule. Donc comme elle vous l'a dit Françoise, hein, c'est des écritures différentes, c'est un vocabulaire différent. On s'est présenté avec Ayubowan, et ben avec ces dames-là, on dira Vanakam. On va parler différemment, on est dans une autre culture. Voilà, donc les cueilleuses de thé tamoul qui sont aussi bon, qui travaillent dans des conditions, il faut le dire, quand même assez difficiles. C'est pas évident, mais quand vous prenez le temps de vous arrêter et toujours discuter, voilà, essayer de s'intéresser à ce que font les gens, bah, on obtient aussi voilà, des beaux sourires comme ça. Et je vous encourage forcément à passer un petit peu de temps avec justement ces cueilleuses de thé, pas simplement passer en tuk-tuk si vous le faites. Et découvrir leur savoir-faire, parce que quand on visite les petites usines comme Dambaten, juste à côté de Lipton Site, on découvre toutes les qualités de thé. Alors, Broken Orange Pico, Flurry, je sais plus quoi, et voilà. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que la cueilleuse de thé, elle choisit vraiment telle feuille et pas une autre, parce que ce jour-là, elle va produire telle qualité de thé. Et c'est bien plus compliqué que ce que ça en a l'air. Donc c'est vraiment intéressant de découvrir ce genre de savoir-faire de l'intérieur. Alors là, on file vers le nord, justement. Françoise parlait de Jaffna, cette région qui a été ouverte il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, ça vous donne un aperçu là du littoral proche de Jaffna. Don Pedro, peut-être. Ouais. Ah, bah du coup, on redescend. On retourne à Aputale, Voilà. la région du thé.
Alors c'est vraiment ce genre de coin où vous passez à pied, hein. Donc là, les Tamouls, donc là on a l'exemple, on avait les femmes cueilleuses, ben là on a un homme Tamoul, donc avec des traits du visage bien différents. On se trouve toujours dans cette région, appelée aussi région montagneuse. Si vous lisez ça, région montagneuse, bon, c'est la région du thé, quoi, pour schématiser. Non, oui. Si. Voilà, on a toujours, voilà, ça vous donne. Là, c'est au petit matin, donc moi, si vous aimez faire de la photo, je vous conseille vivement de vous lever tôt dans cette région, parce que comme ça, vous avez cette brume mystique qui envahit toute la vallée et ça fait son petit effet. Voilà, donc encore des Lipton sites là aussi, je pense. C'est vu. Donc après, la région du thé, c'est sympa de choisir un ou deux points de chute. On choisissait pas 5, 6, 7, allez pas non plus faire Nouarel, il y a Apoutal et Ella et ainsi de suite. Vous trouverez votre coup de cœur. Moi, le mien, ça rejoint un peu aussi Françoise, c'est-à-dire les petits villages à Poutalé. C'est accessible en train depuis Candy. C'est les super belles lignes de chemin de fer. Et de là, ça vous dépose dans un petit village autour de ces paysages. Et après, ça vous offre des super randonnées, quoi. Voilà, donc là c'est pareil, on était où, Julien? On était dans la famille, une famille de cueilleurs de thé justement. Et petite scène de vie du quotidien, voilà, c'est le fils d'une des cueilleuses de thé, pardon, devant chez lui. C'est vraiment comme on rejoint exactement ce qui a été dit tout à l'heure, hein, mais c'est vraiment simple d'aller chez les gens. Il suffit d'être un minimum ouvert, un minimum poli. Les Sri Lankais ouvrent leurs portes avec facilité et on s'est retrouvés tous les matins. Moi, tiens, un exemple bête du concret, j'adore boire du café. Au Sri Lanka, bah, c'est du thé, pas de pot, hein. Donc je me promenais avec mon petit café soluble et tous les matins à 7h du match, je sonnais chez les gens pour qu'ils me donnent de l'eau chaude et que je me fasse mon café avec eux. Et qu'est-ce qu'on a rigolé, mais c'était... Bon mais voilà, c'est facile, c'est génial. Et ils sont là que pour nous aider. Là on continue le voyage, donc le matin, une petite écolière qui va à l'école, donc avec l'uniforme qui est de rigueur dans le pays. Voilà. C'est un Negombo aussi, ça. Ouais, tout à fait. Voilà. Là, on est autour d'Anuradhapura avec le Bodhi tree, le beau tree, l'arbre du Bouddha dont vous a parlé Françoise. L'arbre est vraiment là depuis plus de 2000 ans. Ça attire des pèlerins de partout, donc évidemment, de nombreuses offrandes à préparer et tout un petit business autour de tout ça, mais tout se passe de manière très sympa. Les offrandes. Donc les stupas à Anuradhapura, je suis incapable de les compter. Oui, il y en a 3 grands, mais après des plus... Voilà, mais on va dire qu'il y en a une trentaine, une quarantaine. C'est hyper vaste. La première fois que j'y suis allé, j'y suis resté 2-3 jours. Je suis même pas sûr de les avoir tous vus. Et puis, le coup fort, c'est toujours un lieu de pratique culturelle, de pratique religieuse, de nombreux monastères autour, de nombreux pèlerins, et puis là-dedans, un peu de touristes. Donc on découvre vraiment un mode de vie différent du nôtre, quoi. Ça, c'était à Polonnaruwa. Mintale, donc c'est un petit monastère à proximité d'Anuradhapura qui a 7-8 km, ça vaut aussi un petit coup d'œil. Concrètement, que ce soit du nord au sud, les êtres humains, les ethnies, c'est-à-dire on va vraiment distinguer les Tamouls et les Singalais, on va vraiment distinguer aussi les religions entre un musulman, un hindou ou un bouddhiste. Et on se retrouve aussi avec également des paysages totalement différents, mais qui vont forcément jouer sur les coutumes humaines, c'est-à-dire qu'au sud, on verra des photos peut-être après, mais il y a les pêcheurs sur échasse. Dans les temples anciens, on a énormément de pèlerins qui viennent habillés tout en blanc, les Tamouls et toutes leurs couleurs. Et donc, pour rejoindre ce qui s'était dit tout à l'heure, c'est vrai que en 10 jours, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, en se déplaçant régulièrement dans le pays, on vit des expériences totalement différentes les unes des autres.
Donc voilà, vous voyez bien la différence entre les temples hindous et les demi-boules, les stupas bouddhistes. Il faut savoir que là, vous avez des dizaines et des dizaines de divinités, du Shiva, du Ganesh, et tout ça, ça manque pas. Ça, c'est le chef de gare. Voilà. Comme je vous disais, on peut discuter avec n'importe qui au Sri Lanka en prenant le temps. Ce monsieur avait l'air très sympathique et je me suis dit, bah, écoute, j'aimerais bien voir où est-ce que... Parce qu'il me dit, oui, j'habite dans la gare, du coup. Enfin, quand je suis en poste, et je fais, ah, bah, j'aimerais bien aller voir où est-ce que tu dors et tout. Et il a pris la pause comme ça dans son fauteuil. Et voilà, donc c'est le chef de gare de Anuradhapura. Voilà. Il faut savoir que là où il est, Très sérieux. là vous êtes sur les quais. Là, Voilà. Il y a le quai, une porte et le train. Il dort là. Il vit dans la gare. Un autre truc aussi folklorique, je sais plus si c'est, il me semble c'est Anuradhapura, où l'affichage des trains, ce sont des grosses horloges où les aiguilles sont tournées à la main pour annoncer l'heure du prochain train. Il y a le contrôleur qui grimpe sur un truc et qui te déplace les aiguilles. C'est encore un petit peu vintage pour plein de choses, mais il faut en profiter avant que tout se mécanise, quoi. Alors là c'est... Donc là, c'est à Jaffna. Donc ça, tous ces murs colorés... le temple le grand temple de Jaffna. Voilà. Là, c'est autour, en fait. Dès que vous voyez ces murs rouges et blancs, ce sont les murs d'enceinte des temples hindous. Tout à fait. Hindou, si on résume, c'est quasiment uniquement des Tamouls au niveau ethnique. Là, justement, on parlait des bouddhistes, des hindous, et ben là, c'est toujours dans la région de Jaffna, mais on voit bien que l'icône est différente. Au coucher du soleil, voilà une scène de prière. Les filets le soir. Toujours dans la péninsule nord, province de Jaffna au nord. Donc on est aux abords des marchés, pareil à Jaffna, donc on voit les murs un peu décrépits, les légumes. Enfin, c'est vraiment des scènes, si vous allez dans cette région, que vous verrez au quotidien. Il y a pas mal de scènes de marché après, voilà. La tenue sarong chemise pour les hommes, elle est imposée. Sarong et chemise, c'est la mode locale. D'ailleurs, ça fait du bien, c'est agréable. Voilà, donc un poissonnier, avec, avec les clients qui attendent à côté. Bon, il fait assez chaud, donc il faut l'acheter vite, le poisson. Mais... ouais. Mais bien cuit, ça passe. Là, c'était un marchand de poulet. Ah, la belle vendeuse de légumes, vous voyez, bon, vous pouvez trouver tout ce genre de légumes. C'est très riche au niveau pour les papilles. Vous allez vous régaler. Comme vous disait Françoise, donc là on est encore dans la province nord. La dame porte un sari. On est à Point Pedro. Alors c'est le point le plus au nord de l'île. Encore des pêcheurs qui réparent ces filets toujours dans la région de Jaffna. On a beaucoup aimé Jaffna. Là, on est à Polonnaruwa, donc à Polonnaruwa, dans le triangle culturel. Alors, il faut savoir que si à un moment vous avez des choix à effectuer, mince, il y a Anuradhapura, il y a Polonnaruwa, il y a de nombreux temples. Alors, vraiment, ils sont tous différents les uns des autres. À Anuradhapura, vous allez être surpris par la taille des stupas, ces grandes demi-boules qu'on a vues en photo. Et bien à Polonnaruwa, là, on est en effet dans la forêt, mais on a bien plus de statues, de petits éléments avec des bas-reliefs, des choses comme ça. Donc pour les passionnés de vieilles pierres, vous aurez un choix à faire. C'est un peu difficile de tous les visiter. Mais sachez qu'ils sont vraiment différents les uns des autres. Donc prenez le temps d'étudier les arguments de chaque endroit pour faire votre choix. Alors, voilà, donc c'est encore là des offrandes qu'on peut voir dans les temples à Polonnaruwa, justement. Donc, prière. Ouais. Tout l'aspect religieux, voilà.
Ah, j'aime bien celle-là. Hindupop, c'est voilà, un temple pareil, dans la région de Jaffna. On voit bien justement le contraste avec les dômes du sud. Là, ce sont des photos. Alors, bien entendu, on ne va pas vraiment voir de différence entre le comportement d'individus bouddhistes et d'individus hindous, mais imaginez-vous que c'est un petit peu plus le bazar dans ces temples colorés que l'ambiance très zen et très calme qu'on va obtenir autour de stupas bouddhistes, quoi, hein. Donc oui, visuellement c'est différent, mais je peux vous dire qu'au niveau des odeurs, des couleurs, des ambiances, des bruits et tout ça, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est un pays où la rencontre est vraiment facile. J'espère qu'en observant ces quelques images, vous vous en rendez compte par vous-même. Alors là, on est dans un petit truc un peu plus particulier, c'est-à-dire les Védas. Ouais. Donc ça, c'est un peu plus rare, c'est moins vu, c'est-à-dire qu'il y a voilà, il y a des aborigènes, les premiers habitants de l'île. Veda signifiant primitif, un petit peu une connotation d'homme primitif. Après, c'est discutable. C'est-à-dire via le tourisme. Tout à l'heure, on parlait voilà. Maintenant, dire qu'ils sont totalement dans la forêt, comme vous imaginez des reportages en Amazonie, tout ça, non, désolé. Il peut vous faire du feu avec 2 morceaux de cailloux, mais il aura quand même une boîte d'allumettes derrière son string en banane. Voilà, c'était la tenue traditionnelle des Védas. Des gens très sympathiques aussi. Alors par contre, ils sont super forts avec leur petit arc tout pourri. Ils arrivent à être précis, c'est assez impressionnant. Voilà. Alors ça, c'est vraiment dans l'idée de découvrir quelque chose de différent du pays, hein. Une fois qu'on y est allé 2, 3, 4, 5 fois, on se dit tiens, il y a ce truc-là, je vais aller le chercher. Voilà. Donc là, mais ça pareil, ça mérite à discussion. C'est une technique de pêche qui a même pas une petite centaine d'années, la pêche sur échasse. Faut savoir que ça se pratique sur la côte sud. Il y a énormément de faux pêcheurs qui pêchent des touristes. Voilà, c'est-à-dire ils attendent que vous arriviez avec votre appareil photo et puis dès que vous arrivez, tac tac, il descend, puis hop, 10 $, 10 $, 10 $ pour faire une photo. Bon alors donc des pêcheurs sur échasse, on a la chance d'en connaître. On a cherché des vrais, ça a été, des vrais de vrais. C'est des gars sympas qui se lèvent super tôt. Ça se passe autour de 6 h du matin. C'est pas tous les jours. Ça dépend des marées, ça dépend de la lune, ça dépend de plein de paramètres. Ce sont des pêcheurs, c'est-à-dire qu'ils vont pêcher peut-être avec les échasses qui sont derrière, mais peut-être avec un tuba ou un masque ce jour-là, ou peut-être avec un filet depuis le rivage. Donc rien ne va vous garantir que vous allez rencontrer les pêcheurs sur leurs échasses. Si vous envoyez autour de 14h30, 15h depuis la route, lâchez l'affaire. Voilà. Donc ça, ce sont ceux qu'on connaît bien d'année en année, chez qui on s'amuse à séjourner d'ailleurs pendant notre passage au sud de l'île, donc Gunnar Ratna, alias Gouné, qui est vraiment un gars génial. Comme quoi on peut même se faire des copains. Son voisin, Sunil. Donc ces gars-là, c'est les petits pêcheurs du sud, hein, les vrais de vrais. Donc que ce soit pour ces pêches, que ce soit pour les moines bouddhistes, que ce soit pour les cueilleuses de thé, que ce soit pour prendre le train, que ce soit pour aller rencontrer les Tamouls, que ce soit pour des expériences culinaires, que ce soit des paysages, que ce soit des troupeaux de 50 éléphants, un truc comme ça, voilà. Passer 2 semaines, les Marais-Calais, les petits musulmans de Gaule au sud de l'île. Mais le Sri Lanka, c'est vraiment facile, varié, et puis moi je pense que c'est un pays où il est vraiment facile de se créer des souvenirs. Donc souvent quand on part en voyage, c'est pour se ramener des belles images et des beaux souvenirs. Là-bas, c'est cadeau, quoi.